Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et donc pour discuter de mes 7 joueurs sous-cotés de Ligue 1. Alors, c'est un peu arbitraire, 7 comme chiffre, ils sont pas dans un ordre particulier non plus, il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais je voulais au moins faire cette vidéo, peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, mais je voulais au moins faire cette vidéo pour parler de ces joueurs qui sont un petit peu sous-évalués, pas considérés à leur juste valeur, en tout cas selon moi. Et donc ma définition sur le sous-cotage, c'est assez simple, je pense que c'est la seule définition qui peut exister vraiment, c'est qu'il y a un décalage entre la cote du joueur, sa réputation, et son talent, les performances qu'il produit semaine après semaine. Théoriquement, ça peut inclure n'importe qui, du coup, pas besoin d'être très faiblement perçu. Lionel Messi peut être considéré comme sous-coté si on pense que ses performances sont au-dessus de ce qui se dit de lui semaine après semaine. Mais dans le cadre de cette vidéo, j'ai quand même voulu recentrer la conversation autour des joueurs qui sont très faiblement dans la lumière. Donc peut-être encore plus que le delta et le différentiel, c'est aussi parler de joueurs dont on parle pas beaucoup d'habitude, et ça nous offre l'opportunité de revenir sur quelques clubs qu'on évoque moins souvent en vidéo. Donc voilà, en gros, on est parti avec le premier joueur de ma liste. J'ai choisi Laurent Abergel de Lorient. Alors, c'est quelque chose qui était assez connu l'année dernière. Il était le joueur avec le plus de pression en Europe. C'est quelque chose qui est augmenté quand même quand tu es dans une équipe qui passe beaucoup de temps à défendre. Il y a mécaniquement plus de pression. Mais Laurent Abergel, il était peut-être le meilleur joueur du coup lorientais d'une saison 2020-2021 qui était très compliquée. Et sur ce début de saison, c'est pas mal non plus. Même si il est moins en vue, en tout cas de la part de quelqu'un qui suit pas Lorient semaine après semaine, qui regarde pas tous les matchs de Lorient. Pour moi, il me semble moins en vue que des joueurs comme Terem Moffi, que les coups francs d'Armand Lorientais qu'on voit passer de temps en temps. Moins en vue, mais pourtant il abat un énorme boulot dans l'entrejeu, donc adore défendre en avançant, le joueur avec le plus de pression en Europe la saison dernière, mais encore cette saison, le joueur avec le plus de pression en Ligue 1. Quatrième joueur de Ligue 1 avec le plus de tacles réussis, un paquet d'interceptions, comme ici, ça c'est vraiment sa marque de fabrique, et voilà, même si Lorient pique un peu du nez depuis quelques matchs, même si Lorient fait pas une énorme saison, parce que c'est la pire attaque du championnat, je pense que c'est quand même ça la grosse raison, Lorient avec 13 buts marqués, c'est la pire attaque du championnat, mais au moins, ils peuvent compter sur un Laurent Abergel de qualité. Second nom, peut-être un peu surprenant, c'est Walter Benitez, le gardien de Nice. Alors, c'est quelque chose, c'est un avis personnel qui repose sur plusieurs saisons, pas que sur la saison actuelle. En fait, quand on regarde les stats avancées et quand on regarde les post-shot expected goals, c'est-à-dire les arrêts réalisés par un gardien qui lui permettent de sauver des buts qu'il ne devrait pas sauver, en tout cas à quel point est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de la moyenne des gardiens, en l'occurrence de Ligue 1, sur son nombre de tirs arrêtés, sur la difficulté des tirs qu'il arrête, etc. Quand on regarde ce classement des post-shot expected goals, il était numéro 1 en 2018-2019, où il avait fait une énorme saison, numéro 1 en 2019-2020, donc ça je l'avais un peu moins en tête, mais 2 grosses saisons consécutives, où il était sur sa ligne le meilleur gardien de Ligue 1, si on en croit ses chiffres. Alors l'année dernière, saison dernière, 2020-2021, c'était pas fou, il était même, alors je crois en 2018-2019, il était à plus 12,3. Voilà, on donne les vrais chiffres, ça voulait dire qu'il sauvait 12 buts de plus qu'un gardien moyen du championnat. En 2019-2020, c'était 10,6 sur une saison en plus qui a été tronquée aux 2 tiers, donc vraisemblablement ça aurait été encore plus haut. Mauvaise saison l'année dernière où il est à moins 3 ou moins 4,5 comme ça, mais à nouveau premier de ce classement en 2021-2022. Sur le début de saison 2021-2022, même s'il y a eu, et je me rappelle pour avoir vu le match, les bourdes contre l'OL, 2 ballons relâchés, malgré ça, il est encore aujourd'hui numéro 1 du classement des post-shot expected goals, et pourtant, malgré toute cette performance, jamais nommé au trophée UNFP, surtout sur la saison 2018-2019 où c'était un peu scandaleux, même pas dans les 5. Voilà, pour moi ça signifie bien le décalage qu'il existe entre ses performances et son niveau réputationnel. Alors c'est vrai que c'est un peu un gardien à l'ancienne, excellent sur sa ligne et peut-être entre moyen moins et moyen plus sur toutes les autres catégories. Pas mal de supporters niçois m'ont parlé de sa faiblesse sur sortie aérienne, mais aussi son jeu au pied qui est pas fou. Donc un gardien un peu à l'ancienne. Maintenant le truc c'est que c'est peut-être un gardien qui correspond assez bien au style d'une équipe Galtier, qui nécessite pas d'avoir un gardien relanceur top qualité. Donc voilà, sans le mettre dans mon top 5 des gardiens de Ligue 1, parce qu'il y a de la concurrence en Ligue 1, et il y en a eu sur les saisons dernières aussi, c'est peut-être un gars qui mérite un poil plus de reconnaissance, plus que d'autres en tout cas que je trouve régulièrement surcotés, et les chiffres le montrent. Donc voilà pour Walter Benitez. Ensuite,
je voulais parler de Frankowski. Je vais pas me risquer à prononcer son prénom, mais Frankowski, le piston gauche de Lens. Il est arrivé cet été en provenance du Chicago Fire, après quelques matchs joués en Pologne, je crois que c'était sur les saisons 2007-2018. Il a fait 2019 à 2021 au Chicago Fire, et pour moi c'est quand même assez fou, ça souligne à quel point le recrutement lensois est original. Tu peux avoir des scouts un peu partout, mais avoir des scouts en Amérique du Nord, pour Lens, je trouve ça assez original. Et ils l'ont pris pour 2 millions, quelque chose comme ça, 1,5 ou 2 millions. 4 buts, 3 passes D en moins de 1000 minutes cette saison. Super sens de l'espace et du positionnement qui fait qu'il se retrouve souvent dans la bonne zone, dans la surface, à la conclusion des actions. Et il marque des buts importants, ça c'est le but du 1-0 et le seul but du match contre Lille dans le derby à un quart d'heure de la fin. Globalement, il a un énorme volume offensif, ça c'est ses statistiques par rapport aux autres latéraux des championnats européens majeurs, top 5 quasiment, 95e centile, top 5% quasiment de toutes les catégories dans le dernier tiers, avec aussi un bon volume défensif sur les pressions, les tacles, les interceptions. Donc voilà, pour un gars qui a été acheté 2 millions d'euros cet été, qui est valorisé encore aujourd'hui autour de 4 millions par Transfermarkt, dont on n'entend pas beaucoup parler aussi en dehors de la communauté lensoise, je trouvais qu'il cochait plusieurs cases pour rentrer dans cette vidéo. Donc voilà pour Frankowski. Ensuite, celui qui figure en bonne place sur la miniature de cette vidéo, Jimmy Cabot. Ça c'est un gars que, alors je peux pas dire que j'ai suivi extensivement sa carrière, mais il y a 3, 4, 5 ans, me plaisait beaucoup du côté de Lorient, j'aimais beaucoup ses accélérations, son dynamisme, c'est des trucs qu'on retrouve aujourd'hui. Il a joué 99% des minutes d'Angers, c'est le piston droit dans le 3-4-1-2 de Gérald Batic du côté d'Angers qui fonctionne assez bien. Il est déjà à 5 passes décisives, a toujours cette qualité balle au pied, mais aussi un gros apport défensivement. Il est premier de Ligue 1 en tacle gagné, en tacle remporté. Une action qui l'illustre assez bien, c'est ici, mais premier de Ligue 1 aussi en progressive carrying distance, la distance parcourue, balle au pied, distance progressive, donc qui fait gagner des mètres à son équipe, balle au pied. Et en tant que piston, quand t'es à la fois le joueur qui gagne le plus de tacles, qui remporte le plus de tacles, et que t'es quelqu'un qui fait autant progresser le jeu, bah c'est pas mal. Et on parlait de l'action contre Lille, ce tacle remporté, quelques secondes plus tard, il y a cette grosse qualité de déplacement qu'on constate. Donc il y a ça. Numéro 2 aussi, il y a plein de stats pour Jimmy Cabot. Numéro 2 aussi de Ligue 1 en carries dans le dernier tiers, donc ballon progressé et amené dans le dernier tiers. Il est numéro 2 juste derrière Seko Fofana et juste devant Kylian Mbappé, Neymar et Guéry, ce qui est assez éloquent je trouve sur à quel point Jimmy Cabot fait partie de ces joueurs sous-cotés. Je pense que si j'avais dû classer les 7 joueurs, il serait très très proche du haut. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, petite taille, très tonique, agressif, intense, un peu pitbull dans le style, et c'est le cas de le dire. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on parle des latéraux droits français initialés JC, on parle beaucoup de Jonathan Klaus, peut-être qu'on devrait aussi mentionner régulièrement Jimmy Cabot, en tout cas sur ce début de saison. Voilà pour ça. Quatrième joueur de cette liste, c'est Moses Simon. 6 passes décisives cette saison pour Moses Simon du côté de Nantes, et ça devrait être 7 même, parce que son centre dévié contre Strasbourg, celui-ci, n'a pas été compté dans ses stats décisives. C'est déjà son record personnel. L'année dernière, saison dernière, il était à 6 buts, 5 passes. La saison d'avant, 5 buts, 5 passes. Alors, son cru 2020-2021, sur le terrain, je pense que beaucoup de supporters nantais s'accorderont à dire qu'il était moins bon que ses premiers pas en 2019-2020. Mais il y a quand même une certaine régularité dans le bilan statistique. Et là, il est parti pour faire vraisemblablement sa meilleure saison. Alors ensuite, au-delà de ces stats-là, il y a des stats avancées. Il est le 2e joueur de Ligue 1 avec le plus de passes clés. Le 3e de Ligue 1 avec le plus d'actions qui amènent à un tir, que ce soit dribble ou passe. 2e de Ligue 1 aussi en ballon amené par le dribble dans la surface de réparation. Voilà, capacité d'élimination, percussion sur son flanc gauche. Quand on voit jouer Nantes cette saison, on voit une équipe dont la production offensive dépend en gros de 2 choses. C'est d'abord les coups de pied arrêtés, c'est la première équipe en Ligue 1 qui marque le plus de buts consécutivement à des coups de pied arrêtés, et le travail de Moses Simon sur son côté. Donc il méritait une petite distinction. Ensuite, il nous reste 2 joueurs. Flavien Tay, dont je voulais parler. Sa cote était un peu en chute libre, quand on parle de joueurs sous-cotés, sa cote était un peu en chute libre depuis son départ d'Angers en 2019. Il n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans le Rennes de Julien Stéphan. Et là, il est en train de vivre une vraie renaissance sous Genesio. Titulaire indiscutable dans le 4-4-2 rennais, définitivement installé comme milieu central, alors que
Moi, je me le représentais plutôt comme un joueur de percussion, plutôt comme un joueur de côté, c'est l'image que j'en avais. Mais il a réussi finalement à déporter cette activité et ce tranchant, il a réussi à l'amener en plein cœur du jeu rennais. C'est transformé en une vraie rampe de lancement. Il est sur le podium de Ligue 1 en passe à destination du dernier tiers. Il est top 10 sur plein de catégories aussi, action qui amène à un tir, donc passe au dribble, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure pour Moses Simon. Top 10 en distance progressive avec ballon. Il a en plus conservé une bonne qualité de frappe, et il a montré qu'il avait les qualités défensives pour être un milieu complet. C'est vraiment une des belles histoires de ce début de saison rennais. On aurait pu parler d'un paquet de joueurs dans cette équipe, Bourigeaud, Traoré, etc. Mais j'aime bien ce Flavien Tay 2021-2022. Et donc enfin, mon dernier mot, il est pour Jonathan Gradit, côté lensois, le défenseur axial droit dans la défense à 3 lensoise. Il y avait une bonne interview de SoFoot qui était sortie il y a quelques temps, où on apprend que son surnom c'est la perceuse, et c'est totalement logique par rapport à sa production sur le terrain. Il dit dans cette interview « J'ai toujours aimé me projeter balle au pied, encore plus depuis que je suis ici, car notre défense à 3 libère des espaces. Mon rôle est d'amener le surnombre, j'adore ça. » Et les stats le prouvent, il est numéro 2 en passe dans le dernier tiers. En compagnie, dans le top 10, il y a un seul défenseur central, il me semble que c'est William Saliba qui est 9ème, et Jonathan Gradit est 2ème de ce classement en compagnie de joueurs comme Bruno Guimaraes, Matteo Guendouzi, Teji Savanier, Aurélien Tchouaméni, donc ça parle beaucoup sur le danger qu'il apporte grâce à ses projections. Il était numéro 1 la saison dernière en mètres gagnés, par la passe, par le dribble, le jeu lensois et l'animation offensive lensoise dépend énormément de la production de son défenseur central droit, Jonathan Gradit. C'est un joueur extrêmement moderne de ce point de vue-là. 1m80, pas le plus grand gabarit, et pourtant compense par une bonne qualité de positionnement, de placement. Un joueur que j'aime beaucoup, et c'est pas le lensois dont on entend le plus parler, c'est peut-être pour ça que je le cite ici. Quand on parle des joueurs lensois les plus en vue, il rentrera peut-être pas dans le top 5 en dehors de la communauté lensoise à nouveau. Il est valorisé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt par exemple. Pourtant, il contribue énormément à la réussite tactique d'une équipe qui est actuellement dauphin de Ligue 1. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont 2 joueurs sur ces 7 joueurs. Voilà. En gros, pour cette vidéo, il y a beaucoup d'autres joueurs qu'on aurait pu mentionner. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont très forts, mais qui n'ont pas pour moi leur place ici, parce qu'ils ne sont pas nécessairement sous-cotés. Enfin, par exemple, on a parlé de William Saliba tout à l'heure, c'est un bon exemple, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je dirais pas que c'est un joueur sous-coté, parce qu'aujourd'hui, sa réputation, sa marque, tout le bruit qu'il y a autour de lui, correspond en tout cas relativement bien à son niveau de performance. Si on avait dû étendre un petit peu cette liste, et entre beaucoup d'autres pour le coup, j'ai pas vocation, prétention à tous les connaître et à tous les avoir dans mon répertoire, mais j'aurais cité parmi d'autres Renildo de Lille, Elliot Matazo de Monaco. À une époque, j'aurais mis Florent Mollet aussi de Montpellier, peut-être encore aujourd'hui. Sofiane Diop, Hakim Zedadka, Malo Gusto, Salis Abdoul Samed, Alexis Flips, Habib Diallo, Matt Sels, et même des plus gros noms ensuite, comme Benjamin André, Valentin Rongier, Jonathan David, Idrissa Gueye, voilà, entre beaucoup d'autres. Dites-moi qui vous mettriez dans ce classement, dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que cette vidéo rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, bon week-end, et à très vite, bisous.